Bonjour et bienvenue dans le podcast En mode circulaire de la chaire Tech & Care. Dans ce podcast, issu d'une recherche académique financée par l'ADEME et la région Hauts-de-France, nous analysons les différents business models circulaires dans la mode et leur appropriation par les consommatrices et les consommateurs. De la seconde main à la location, en passant par l'upcycling et la sobriété, nous discutons des enjeux de la mode circulaire. Je suis Chloé Cohen, journaliste et créatrice du podcast Nouveau Modèle sur la mode responsable et engagée. Et pour cet épisode du podcast En mode circulaire, je reçois Isabelle Robert, cofondatrice de la chaire Tech & Care et maître de conférences en sciences de gestion à l'IAE Lille. Et Maud Herbert, cofondatrice de Tech & Care et professeure de marketing à l'Université de Lille. Au programme de ce 4e épisode, une analyse des business models de la location. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Isabelle et Maud, très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour parler de la location de vêtements. On va peut-être commencer par dresser l'état des lieux de la location, pour savoir un petit peu où est-ce qu'on en est en France. Et on commence avec toi Maud. Bonjour Chloé, alors oui, on va parler de la location de vêtements, qui est un marché qu'on peut qualifier de confidentiel quand même, puisque il a son volume en fait et ses prévisions de croissance, même si elles sont bonnes, ça en fait quand même un signal faible socio-économique. Quand on parlait par exemple de seconde main, on était sur un marché qui était valorisé mondialement autour à peu près de 120 milliards de dollars. Quand on parle de la location, on sait que les prévisions annoncent un marché général, global, de 2 milliards de dollars d'ici 2025. Donc on voit en fait qu'on n'est pas du tout sur la même dimension que la seconde main. Et d'ailleurs, le Boston Consulting Group en 2020 avait expliqué que le marché de la location, ça représentait 5% en valeur du marché de la seconde main. Donc, on n'est plus du tout sur un marché qui est diffusé, qui est en train de se consolider. On est vraiment sur un signal faible en devenir. Pourtant, il porte quand même quelques grands espoirs. Il est assez médiatisé. Et en 2019, il représentait 1,3 milliard de dollars dans le monde. Et il a une dynamique de croissance qui fait aussi un peu envie, puisqu'il est aussi dans une croissance à 2 chiffres, puisqu'on annonce environ 10% de croissance par an sur toutes les zones mondiales, que ce soit l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Sud et aussi l'Afrique et l'Arabie. Donc en fait, on est quand même sur un marché qui est sous la loupe en fait des économistes et qui fait un petit peu envie comme un mode de consommation alternatif en devenir, on va dire. Ça reste quand même extrêmement instable. Ce que nous on observe en France, c'est que les perspectives de croissance finalement attirent des acteurs et notamment des acteurs majeurs finalement du marché de l'habillement mass market, notamment 2 grands acteurs qu'on a identifiés qui sont Decathlon et Kiabi. Donc sur le marché français, la location, elle est plutôt portée finalement par les metteurs en marché qu'elle ne l'est par les consommateurs. Alors peut-être pour faire un point sur aussi cet état des lieux, ce qu'on observe et ce qui est assez intéressant, c'est que les business models de la location, ils sont aussi impactés par un phénomène qui est un peu similaire que la seconde main, c'est-à-dire qu'il existe comme ça une licorne qui fait rêver tout le monde et qui s'appelle Rent the Runway, qui est donc cette licorne américaine et qui inspire en fait énormément les entrepreneurs et qui fait rêver les gros retailers. Et c'est vrai que Rent the Runway, ça date de 2009. Ça a été introduit en bourse en 2021. C'est la licorne américaine. C'est une histoire d'ailleurs de réussite à l'américaine. On peut en parler un petit peu pour comprendre un peu d'où vient cette espèce de halo que Rent the Runway a. En 2016, en fait, Rent the Runway a un petit peu cassé les codes en décidant de proposer de la location de vêtements de cérémonie en ligne aux États-Unis.
C'était deux finalement étudiantes. C'est un peu les grandes histoires de réussite à l'américaine. Hein. C'est deux étudiantes de Harvard qui se sont mis ensemble, qui ont observé que leurs amis finalement mettaient des tenues de soirée qu'elles ne portaient qu'une seule fois et qu'il fallait faire quelque chose pour louer des vêtements de cérémonie. Et donc elles décident en fait de créer une entreprise sur cette bonne idée. Et ils ont très vite levé en fait des millions de dollars. Et en 2016, c'était 6 millions de clients, 975 employés, 400 partenaires, parce qu'ils étaient avec des marques et des créateurs. Et c'était à l'époque un modèle un peu B2C. Alors il faut quand même remettre ça dans le contexte des États-Unis. Hein. Donc c'est pas non plus. Pour nous, ça semble être des gros chiffres en France, mais pour eux, c'est quand même relativement petit. C'est une offre qui est assez simple. En fait, c'est une plateforme en ligne à nouveau, où on peut louer un vêtement de marque au choix pour une période de 4 à 8 jours, pour un prix qui avoisonne les 10% finalement du prix d'achat d'un vêtement neuf. Donc on a vraiment un business model qui est construit sur l'usage. On se préoccupe de rien en tant que consommateur. On se préoccupe même pas de l'entretien des vêtements puisque le nettoyage, il est compris dans le prix. On les porte et on les renvoie. Il faut, pour la petite histoire en fait, Rent the Runway au tout début, dans ses premières levées de fonds, était parti sur l'ouverture de 5 boutiques physiques dans les grandes villes américaines. Et de fil en aiguille, ils ont en fait décidé de fermer leur point de vente physique et pour se concentrer en fait sur une offre qui est complètement digitalisée avec des abonnements. Donc un abonnement qui permet effectivement de pouvoir louer ponctuellement, puis un abonnement mensuel qui permet finalement aussi d'avoir un nombre illimité d'articles de mode pour $159 par mois et qui permet de s'habiller notamment dans le cadre de ces activités professionnelles. Donc cette Rent the Runway aussi c'est quand même un modèle qui a été impacté par la pandémie. Et puis on a un modèle qui est pas stable, qui se recherche encore, et c'est l'idée de pouvoir offrir un maximum de choix sans avoir à supporter finalement le coût initial de la possession. Comme beaucoup d'acteurs de la location, on voit que ça tourne autour de l'idée de faire en sorte que, comme les vêtements de seconde main sont devenus une forme de norme, la location pourrait bien devenir une nouvelle norme de consommation. Donc, c'est un peu quand même un modèle de type prophétie autoréalisatrice, si on peut le dire comme ça. Néanmoins, nous, on a essayé de l'analyser pour en voir les qualités et c'est vrai que c'est pas pour rien en fait que les gros acteurs vont sur ce modèle et je pense que Isabelle pourra l'expliciter un peu mieux que moi. Très bien. Et alors on va enchaîner avec Isabelle alors pour parler des différents business models de la location et des facteurs clés peut-être des facteurs clés de succès de ces différents business models. Bonjour Chloé, donc effectivement, je vais dresser un petit peu les différents business models issus de la location. Alors là, on en distingue 3 spécifiques. Le premier business model étant les plateformes de location, ou comme vient de le souligner Maude, à usage ponctuel, donc en B2C, avec des plateformes qui gèrent leur propre stock en hybride avec des marques et louent en fonction souvent d'une offre événementielle de type robe de soirée, mariage, etc. Là, dans ce cadre-là, on a une robe, un soir version location, c'est Cassade. On a aussi dans l'usage ponctuel le C2C communautaire. Là, on a les cachotières où les consommateurs louent aux consommateurs et la plateforme fait l'intermédiaire en mettant en relation ou en centralisant les produits. Le deuxième sous-business model dans les plateformes de location, c'est ce qu'on appelle les business models à usage continu par abonnement. Donc là, on a vu naître 2 types de box. La box choisie par le consommateur et puis la box surprise qui est plus proche du modèle du personal shopper en ligne, comme on le verra, avec des subtilités assez importantes entre le modèle de la location et puis le modèle du test et revente
derrière. Deuxième business model qu'on a vu apparaître, c'est la location en direct avec les marques, avec le pionnier en France qui est Bocage du groupe Eram, où là on a vraiment une vision beaucoup plus systémique, c'est-à-dire que effectivement la location elle est pas vue simplement comme un moyen, je dirais, un nouveau business model, mais je dirais s'entrelace avec des business models de la seconde main. C'est-à-dire qu'on a une vision plus circulaire où on a un schéma de pensée qui va vers, on commence par la location, en fonction du degré d'usure du produit, on va continuer la location ou au contraire le faire basculer dans la seconde main. Alors, dans la location en direct avec les marques, on a bien évidemment aussi Decathlon avec WePlay Circular et puis des locations ponctuelles à la journée. Alors, Decathlon avec les vélos pour enfants, avec les tentes, etc., etc. Et puis, on a d'autres marques, comme Bache, Mage, qui se sont initiés à ce business model, et puis Kiabi avec une première qui était les vêtements de maternité. Et depuis hier, le test de la location tout azimut sur 3 magasins, dont le magasin de Noyelles-Godault situé dans la région Hauts-de-France. Troisième business model, à l'instar de ce qu'on a vu dans la seconde main, ce sont les solutions intégrées de location, parce que là aussi, ça demande une expertise, avec des solutions hybrides comme les cachotières qui ont développé en B2B, notamment les cachotières for Brands, et puis les marques blanches et Lizzy qui est en tête, et également Ziki. Alors, si on fait un focus sur ces business models de la plateforme de location, effectivement, elle s'inspire du modèle américain avec une première offre qui mise sur un besoin ponctuel et qui va être rattachée à de la location de vêtements ou d'accessoires pour des événements avec une durée très courte de 4 à 8 jours, avec effectivement une livraison, tout un travail avec un service de pressing inclus. Donc on a ce business model qui a été, je dirais, véritablement le premier. Et puis on a ensuite d'autres business models qui vont, je dirais, être davantage orientés vers l'usage continu par abonnement. Donc on a vu naître des abonnements mensuels avec au départ l'idée de box surprise, de box fait par des stylistes pour répondre à d'autres ressorts de consommation qui étaient la recherche de son style vestimentaire, la recherche de variété, le besoin de changement régulier et le faible coût d'utilisation par rapport à l'achat. Et ces offres concernaient aussi bien les hommes que les femmes. Et puis, on a vu que ces box surprises ont perdu un peu de leur panache parce que globalement, le consommateur a voulu reprendre un peu la main sur ces box et a voulu recontrôler en fait le contenu de la box. Et on a vu des subtilités arriver où globalement, le consommateur faisait le choix de son abonnement et des produits qu'il souhaitait avoir dans ses abonnements. Alors, les abonnements, on avait plusieurs prix en fonction du nombre de pièces qu'on souhaitait louer mensuellement. Alors, la proposition de valeur de ces business models est double et se focalise sur effectivement le type de stock. Est-ce que le stock de ces vêtements vient des marques, vient de partenariats avec d'autres marques ou vient effectivement du gisement de vêtements émanant des consommateurs. Le stock est effectivement à la fois la ressource clé et la problématique de gestion. Je reviendrai tout à l'heure sur les facteurs clés de succès. Alors, ce qui est aussi intéressant dans ces business models, c'est qu'on a beaucoup de data. C'est-à-dire que ces business models à usage continu nous permettent de savoir en fait comment les produits évoluent dans le temps. C'est-à-dire qu'on va avoir un retour sur quels sont les points de défaillance des produits, où sont les taux d'usure. Donc, c'est des données très importantes
globalement sur le produit, mais aussi sur ce que recherche le consommateur. Donc pour les marques, c'est très très intéressant et on verra que ça peut être vertueux, notamment dans ce qu'on appelle les business models circulaires, parce que effectivement ce retour de la data nous permet d'affiner nos produits dans une logique d'éco-conception et voire d'augmentation de la durée de vie des produits. Donc ça, c'est important et le modèle de la location est bien évidemment hautement dépendant de la qualité des produits loués parce qu'effectivement, si vous avez des produits fragiles, rapidement, votre business model ne va pas être rentable. Le deuxième business model de location directe avec les marques, effectivement, comme je le soulignais tout à l'heure, c'est le groupe Eram qui a été pionnier avec l'atelier Bocage qui s'est lancé fin 2018 avec un abonnement de chaussures été et hiver sur une période de 2 mois qui peut être bien évidemment extensible et qui a été, je dirais, là arrimé à une véritable politique RSE d'Eram dans cette logique d'économie circulaire. Pour tous ceux qui n'ont pas réussi à l'internaliser dans leur modèle, je pense notamment à Bâche, à Mage, effectivement, on aborde le troisième business model qui sont les solutions intégrées de location, où là, on va faire appel à des acteurs qui vont nous faire une offre clé en main. Et là, globalement, on va bénéficier des mêmes atouts que ceux que je viens d'énoncer, c'est-à-dire qu'on va bénéficier de leur puissance logistique, de la gestion des stocks, de la data, nous permettant de travailler sur l'éco-conception et aussi sur, je dirais, le turnover assez important de ces produits en location. Et puis, ça permet aussi à certaines marques de mettre en location des stocks d'invendus avec des charmants petits noms qui sont, on va utiliser les archives, etc. Donc, ça permet aussi à des consommateurs d'accéder, on le voit de plus en plus aussi, à de la location de seconde main, c'est-à-dire refaire vivre des produits de la marque assez emblématiques que les consommateurs aimeraient avoir et qu'ils peuvent effectivement se le permettre grâce à la location. Donc on a tous ces éléments. Alors Kiabi fait partie aussi de ces acteurs clés qui est passé par Lizzie notamment par rapport à son expérimentation sur la location de vêtements de maternité, qui est intéressant. Aujourd'hui, ils lancent la location de tous leurs vêtements. Bon là, ça vient d'être lancé, donc on n'a pas trop de retour pour voir un petit peu comment ça va se passer. Donc voilà un peu les trois je dirais business models liés à la location qu'on peut voir effectivement fleurir sur le marché français, même si, comme le dit Maud, on est encore sur des données, des chiffres circonscrits à quelques segments de consommateurs. Peut-être on peut revenir sur les facteurs clés de succès de ces 3 business models de la location. Alors, sur les facteurs clés de succès, je reviens, mais je vais insister davantage sur cette notion, c'est la question du stock. En fait, il y a 3 façons d'appréhender le stock. Soit on achète du stock et on fait tourner les propres produits. Par contre, ça nécessite d'avoir à la fois une largeur de gamme et une profondeur de gamme assez importante, et puis d'avoir une rotation, le consommateur qui va sur ces sites a envie de variété, de changement. On a ce problème en fait de répondre à ce besoin de changement des consommateurs. La deuxième façon de gérer ce stock, c'est de constituer un stock hybride à partir de négociations avec les marques, c'est-à-dire que vous n'achetez pas les stocks préalablement, mais vous proposez leurs produits, ce qui fait que ça ne rentre pas dans vos stocks et ce qui va alléger vos coûts. Et puis le troisième, c'est constituer un stock gratuit, à l'instar effectivement des cachotières, en allant sourcer les vêtements chez les consommatrices. C'est le modèle de l'intermédiation C2B2C. Là, la question aussi, dans les facteurs clés, c'est la question de la rentabilité, puisque globalement, je dirais la difficulté dans ces business models, c'est que vous devez rémunérer quand même la consommatrice qui met à disposition des vêtements en location. Vous avez des coûts qui sont assez importants, notamment dans, je dirais, la livraison
aller et retour, et puis aussi tout ce qui est service de pressing, et de voir quel est le degré d'usure. Donc il y a quand même beaucoup, je dirais, de temps passé à l'inspection de ces produits. Donc le modèle de rentabilité, il n'est pas encore atteint, hein. Donc il y a tout ce travail sur effectivement ces facteurs clés de succès qui sont globalement axés sur la question du stock initial. Comme on a vu d'ailleurs beaucoup de business models sombrer ces dernières semaines et ces derniers mois, parce que globalement, soit ça manquait de variété, soit le consommateur effectivement va le tester mais pas être fidèle, etc. Donc on voit qu'on en est qu'au balbutiement de ce business model, ce qui est un peu différent par rapport à des grands acteurs du marché comme Kiabi, Decathlon, voire des marques comme Mage, etc. où là on maîtrise davantage son stock, donc c'est plus facile. Et puis on est comme on le disait, on est sur le schéma essai-erreur. On teste des solutions et on voit si ça marche. Et alors, les consommateurs sont-ils prêts à passer d'une économie donc de possession à cette économie d'usage, et pourquoi? Vaste question. Alors c'est sans doute ce qui motive le plus notre recherche sur la location, parce qu'effectivement, dans ce modèle, on vient toucher en fait ce qui constitue l'essence même de la culture de consommation et de la société de consommation, telle qu'elle s'est construite en fait au cours, on va dire, des 80 dernières années, enfin en tout cas post Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire cet encouragement à posséder un maximum en fait d'objets, qui ensuite a sombré en fait dans le consumérisme dont on connaît finalement aussi les conséquences. Donc ça veut dire qu'on a un ancrage extrêmement fort de n'importe quel consommateur autour de l'idée de posséder ces produits. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, tout à l'heure, je disais que c'était un signal faible, un peu la location. Il y a aussi des signaux faibles dans le rapport des consommateurs aux objets qu'on est allé étudier pour comprendre s'il y avait une possibilité d'appropriation du modèle par les consommateurs. Alors, première chose déjà, c'est que, un peu comme la seconde main, en fait, l'essor du marché de la location pourrait être un peu porté par la diffusion des pratiques et des principes de l'économie collaborative à nouveau. C'est-à-dire que l'économie collaborative, la consommation collaborative telle qu'on l'appelait avant, elle a quand même mis l'accent sur le fait que les possessions actuelles des particuliers, c'est des ressources immobiles. Et puis ils peuvent actionner ces ressources. Donc en fait finalement ça va dans le sens des modèles qui permettent de faire de la location entre consommateurs par exemple, et donc en fait l'objet devient une sorte de ressource dont on va pouvoir tirer profit par la revente mais aussi par la location. Donc quelque part c'est le succès de Airbnb par exemple. Donc, on a un potentiel aussi de mise en activité des consommateurs qui pourrait porter la location. Il faut quand même se souvenir aussi que l'économie collaborative, elle avait introduit très fortement au départ, dans les années 2010, l'idée du partage. Donc ça, c'est cette idée de la sharing economy. Et c'était l'idée que l'usage du produit pouvait suppléer sa propriété, ou qu'on pouvait avoir acheté un produit à plusieurs et finalement l'utiliser à plusieurs. Et ça, c'était quelque chose qui était très nouveau à l'époque. On parlait beaucoup de la fameuse perceuse qu'on utilisait 7 fois dans sa vie là, et qu'on pouvait éventuellement louer ou partager avec ses amis. C'est un peu pareil en fait pour les robes de soirée. C'est un peu sur ça d'ailleurs que Rent the Runway s'est un peu construit. C'est-à-dire, finalement, ça tombe sous le sens parfois que certains objets, certains vêtements de nos dressings sont des vêtements quasiment à usage unique, et ça l'est pour les vêtements de cérémonie. Donc cette entrée en fait des modèles sur le vêtement de cérémonie, il n'est pas étonnant parce qu'il est assez intuitif chez le consommateur. C'est aussi pour ça qu'on a vu se développer la location sur les vêtements de grossesse. Donc parce qu'on sait que on les remettra pas tout de suite, en tout cas ou quasiment peut-être jamais. Donc on voit que en fait quand on suit une certaine logique d'un vêtement dont on n'a qu'un besoin ponctuel, les consommateurs sont plus enclins finalement à se délester de la possession au profit de la location. Donc ça, c'est un élément qui est intéressant. Après, on sait aussi, parce qu'on a suivi
l'évolution de l'économie collaborative, que ce fameux partage dont on nous avait beaucoup parlé comme étant extrêmement vertueux, c'était plutôt du pseudo-partage en fait, c'est-à-dire qu'on faisait des transferts de propriété successifs, et on l'observe aussi d'ailleurs dans la location de vêtements. Et puis, ça prouve quoi ? Ça prouve que c'est difficile en fait de passer de la possession à la fonctionnalité. Et puis, le seul moment où vraiment ça fonctionne assez bien, c'est ce que certains chercheurs en consommation ont appelé la consommation de l'accès. Donc, c'est cette idée de pouvoir accéder à des biens, des produits, des vêtements, des marques auxquels on n'aurait pas eu accès. Parce qu'elles nous sont en fait interdites quelque part financièrement parlant, elles sont inaccessibles au sens littéral du terme. Et donc en fait la location pour 10% du prix, 20% du prix va permettre en fait d'avoir ce petit moment où, et d'ailleurs quand on interroge les gens, on a l'impression de posséder sans posséder, mais on a la jouissance en fait de la marque et donc du symbole qu'elle représente. C'est aussi pour ça que finalement dans les plus grands succès de la location, ce sont les marques qui ont une certaine aura, qui ont une certaine notoriété, qui ont d'ailleurs des prix de vente assez élevés, qui rencontrent un succès dans la location, parce qu'elles attirent à eux des nouveaux consommateurs qui n'étaient pas ceux qui pouvaient s'acheter leurs produits. Donc là, on voit que la consommation de l'accès peut fonctionner aussi sur la location. Alors, ceci étant dit, du coup, ça restreint la location un peu à une certaine catégorie d'individus et pas à l'ensemble du marché. Enfin, c'est d'ailleurs plutôt une consommation de privilégiés en fait quelque part, ou de gens qui ont une consommation relativement symbolique dans leur manière de consommer. Donc nous, on s'est posé des questions sur l'appropriation de tous les business models. On voulait voir un petit peu comment ça fonctionnait. Hors de question de faire un sondage, parce que comme on a dit que c'était confidentiel, en fait, les gens qui sont dans la location, en fait, ils sont pas très très nombreux. Donc on a procédé d'une manière un peu différente. On est allé discuter avec les gens qui avaient fait un peu de location, et on a aussi beaucoup assister en fait à des groupes de travail, à des groupes de réflexion, échanger avec des startups, avec des entreprises en fait qui se lançaient dans la location, pour comprendre un petit peu comment les clients réagissaient, quels étaient les retours des clients par rapport à ces formules-là. Alors, il apparaît quand même quelques éléments qui sont des éléments intéressants dans l'appropriation. Peut-être on peut commencer par un chiffre qui était pas très enthousiasmant au départ. C'est-à-dire que quand nous, on avait en février 2022 réalisé la première vague de l'Observatoire de la mode circulaire, on a posé des questions à un échantillon représentatif et on leur a demandé un petit peu leur avis par rapport à toutes les offres de mode circulaire. Et quand on leur demandait comment ils envisageaient de réduire l'impact environnemental et social de la mode, en fait, la location, c'était la dernière formule qu'ils étaient prêts à embrasser, à s'approprier, avec seulement 16% des gens qui voulaient bien aller vers la location. Et ça tombait derrière, en fait, 24% des Français qui étaient prêts à confectionner leurs propres vêtements. Donc on partait de très bas quand il s'agissait de faire rendre la location un peu populaire, on va dire. Alors à partir de là, on a beaucoup discuté avec des consommateurs et on a observé quoi en fait ? On a observé un petit peu ce que nous on appelle l'habitus consumériste et comment il peut évoluer. C'est-à-dire qu'on est tellement ancré sur à la fois l'idée de la possession, mais aussi sur des pratiques en fait d'achat et de shopping particuliers, qu'en fait les consommateurs ont tendance à interpréter les offres de location sous ce prisme-là. Alors qu'est-ce qui se passe ? C'est assez étonnant, enfin sans l'être, mais en gros la location, elle apparaît pour ces gens-là comme un moyen finalement d'entretenir une forme de consommation ou voire de surconsommation, avec cette idée d'être toujours à la mode, avec du neuf. Donc en fait, quand ils vont vers la location, ils s'attendent à louer plutôt des vêtements neufs et à la mode. Et notamment, on voit pas mal réapparaître dans ces discussions cette idée d'avoir des addictions et de pouvoir assouvir ces addictions par la location.
d'avoir envie de la dernière couleur de la saison, dont on sait d'ailleurs que elle est problématique dans les logiques de surproduction et de surconsommation. Donc les gens ils disent ah oui mais je sais qu'en ce moment c'est le vert qui est à la mode, mais peut-être que par la location j'aurai le bon vert de la saison. Donc on voit que c'est un peu une béquille en fait de surconsommation. Il y a un autre élément qui est ressorti des discussions, c'est la location et notamment sous format d'abonnement. Elle permet de faire du pré-test produit parce qu'en fait la plupart du temps pour l'instant les offres qui sont proposées aux consommateurs ont des options d'achat. Et alors quand il y a une option d'achat, en fait les clients ils sont malins, ils détournent les offres des entreprises. Ils se disent mais en fait moi j'ai 1 mois, j'ai 2 mois pour essayer mes chaussures, ma veste, et en fait je vais les utiliser. Et puis si je suis pas content, à la fin en fait je leur rends le produit. Je l'aurais porté en plus, au passage ce sera pas désagréable, mais en fait ils l'utilisent comme une solution de pré-test produit, voire de financement. C'est-à-dire qu'ils vont acheter par exemple une paire de chaussures neuves et puis en louer une deuxième. Comme ça, ça leur permet d'étaler un peu leurs dépenses. Donc, ils actionneront peut-être l'option d'achat, mais seulement au bout des 2 mois. Donc, la deuxième paire de chaussures, elle sera pas tout de suite impactée sur le budget. Donc, on voit en fait qu'ils font des petits calculs comme ça, qui finalement sont tout à fait en ligne avec ce qu'ils ont appris à faire, et notamment la manière dont la fast fashion a d'ailleurs pu un peu mettre en place. Et on observe aussi que j'avais parlé, on sait que le secteur de la mode a été beaucoup impacté par la vente en ligne, mais on retrouve cette idée je vais acheter, je vais essayer, je vais renvoyer, qui est un peu ce qu'on observe dans la fast fashion et l'ultra fast fashion en particulier. Donc on voit que la location, elle est un petit peu envisagée sous cet angle-là. Ce qui n'est pas complètement problématique parce qu'on peut se dire que justement, c'est toujours ça qui n'est pas acheté. Si jamais il y a un peu de location dans les dressings, sur une part même de 10 à 15%, ça permet quand même aux gens de se faire plaisir, d'avoir la fameuse couleur du moment, sans avoir la possession de ce produit-là. Et puis s'il circule entre plusieurs personnes sur la saison, tant mieux en fait, parce que du coup, il est plus usé que il ne l'aurait été s'il avait été mis 3 fois et puis oublié dans le dressing, quoi. Donc c'est pas il faut voir ça pas comme quelque chose de négatif, mais juste comme une manière d'entrer dans la location qui est encore très formatée par la manière dont finalement on agit avec les vêtements depuis des dizaines d'années. Alors notamment, il y a un petit élément là-dessus qui peut être soulevé aussi, c'est que beaucoup de consommateurs disent en fait la location ça me permet d'être un peu plus audacieux. Ça me permet de m'amuser un peu plus. Donc il y a cette dimension ludique dans la location qui est intéressante, parce qu'on a toujours tendance d'ailleurs à dire que la mode responsable éthique elle est pas drôle, c'est du basique. Enfin voilà, on a c'est un peu souvent un reproche qu'on fait à la mode éthique. Là on a dans la location une mode circulaire qui pourrait permettre aux gens d'avoir cette part de fantaisie qu'on recherche un peu dans la mode. Très très clairement ils le disent, donc c'est un élément, un signal faible qui est intéressant à soulever. Voilà. Globalement, ça prouve que c'est encore très naissant tout ça, qu'il y a un potentiel. On suit nous de très près en fait les gros acteurs qui se mettent à la location. On parlait de Kiabi, on parle de Decathlon. Il y a là un potentiel. Alors évidemment, je pense qu'il y a aussi des acteurs très enthousiasmants comme Lizzie, qui a des solutions clés en main qui pourraient permettre d'avoir cet effet de dynamique de marché qui serait entraîné par cette fois-ci l'offre et non plus la demande. Donc ça demande à être suivi. Il y a un élément aussi très important dans ces modèles-là qui est tout ce retour de data. Et donc le consommateur pourrait devenir un petit peu plus actif, et donc ça c'est intéressant d'aller creuser aussi sur cette dimension-là. Ok. Et alors comment les marques, parce qu'on comprend qu'on est un peu au balbutiement au début de ce business model-là, mais comment les marques peuvent-elles convaincre les consommatrices et les consommateurs de passer et de penser finalement à la location ? Alors, ce qu'on observe pour l'instant, ce sont plutôt des marques qui avancent prudemment.
Et elles ont raison. On voit comment les marques qui ont une belle image de marque ou une certaine notoriété vont en fait quelque part accoler la location à leur business principal en fait quelque part et proposer la location comme quelque chose en plus, un peu ludique, justement dans un mode de vous n'avez plus besoin d'acheter votre robe de soirée, on va vous la louer, vous la gardez 2 jours, vous nous la renvoyez. On voit aussi que c'est un peu ce que nous on appelle le marketing de la solution, c'est-à-dire que cet aspect de prise en charge totale en fait de l'entretien et du soin du produit, en fait ça facilite totalement l'entrée dans la location. Donc on voit que elles en tout cas les marques elles sont très facilitatrices. Et par exemple il faut aussi voir qu'elles peuvent s'appuyer sur leur force de vente. Et en magasin, on observe que notamment, là, on parlait de Bocage. Bocage est assez exemplaire là-dessus parce que en fait, il y a à la fois la vente en magasin de produits neufs, mais il y a aussi la proposition finalement des abonnements de location. Et c'est quand même l'intermédiaire par la force de vente, la conseillère de vente qui a des clientes un peu fidèles qu'elle va initier à la location. Et en plus, il y a les corners de seconde main dans les magasins qui permettent en fait de donner du sens aussi général à la location. Donc là, on a une vision un peu plus holistique de ce que représente la circularité dans certains produits et cette mise en scène un peu quelque part de la location liée à la seconde main, liée à l'achat neuf. En fait, c'est intéressant parce que ça donne du sens pour les consommateurs et d'un seul coup, ça détache un peu la location de je le prends comme pré-test et puis après je verrai si j'achète. Ils se mettent à dire en fait oui la location c'est temporaire. Donc en fait je vais les rendre et puis tout en plus comme je les rends, elles sont reconditionnées et on va les revendre. Donc en fait ça met en perspective en fait aussi le côté industriel de la circularité. Ce que les consommateurs n'ont pas toujours en ligne de mire quand ils sont dans un achat de vêtements. Donc ça, c'est intéressant de voir que certaines marques sont dans une forme de transparence de la circularité. Et c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'on peut arriver à les intéresser à la dimension un peu plus industrielle, production de la circularité, qui est quand même un peu aussi l'historique de l'économie circulaire à la base. Ok. C'est intéressant. Et alors, est-ce qu'on peut revenir peut-être pour terminer sur les avantages, mais aussi les limites de la location ? Alors, effectivement, je vais rebondir sur les propos de Maud sur les avantages. Moi, j'en vois 3 en particulier. Le premier, c'est qu'effectivement, à ce jour, comme vient de le spécifier Maud, on pourrait penser que la location pousse à l'hyperconsommation. Mais on sait qu'il va falloir changer les habitudes de consommateurs et que globalement, on est peut-être sur des pratiques égocentrées. Maintenant, la location, elle permet de développer un discours vraiment basé sur écolo-centré, c'est-à-dire de dire, voilà, parce que la location, je veux dire spontanément, c'est pas associé à un gain environnemental à ce jour pour les consommateurs. Mais il y a tout ce process à faire. Donc, effectivement, la location est peut-être pas vertueuse dans tous les cas, mais peut-être qu'elle est une clé d'entrée pour faire comprendre aux consommateurs pour qu'un certain nombre de produits on puisse passer pour la location parce que c'est pas nécessaire d'avoir des vêtements qui restent dans nos placards. Ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, qui est quand même très, très important, et la question aussi, c'est est-ce que la location ne nous permettrait pas d'affiner notre style vestimentaire, de rechercher, alors pour peut-être certaines tranches d'âge, de nous conduire aussi à réduire nos achats impulsifs, à être aidés par des stylistes pour trouver notre style vestimentaire. Donc ça peut être vertueux à terme, au lieu d'être tout azimut, d'avoir cette période un peu, je dirais, de recherche, de style, etc. Donc la location pourrait être un moyen de nous trouver une solution stylistique
pour accéder à un style vestimentaire qui nous soit propre. Et le troisième avantage, c'est vraiment le retour de la data. C'est-à-dire que là, si on s'inscrit dans une logique d'économie circulaire, effectivement, la location, comme il n'y a pas le transfert de la propriété, ça nous permet d'avoir des retours sur des produits. Où sont les taux d'usure? Qu'est-ce qui va pas? Je prends l'exemple relaté par une entrepreneuse, c'est de dire, bah oui, on a des vêtements en fait qu'on loue pas ou qu'on loue peu parce qu'on s'aperçoit que les manches sont trop courtes, qu'en fait on a des décolletés trop profonds, etc. Et ça, c'est vraiment intéressant pour les marques, tant au niveau du style qu'au niveau, je dirais, de la qualité et de la longévité des produits. Alors, pour rebondir, c'est vrai que en fait, ce qui est intéressant dans le modèle de la location, et on dit qu'il est porté par les producteurs, c'est que si les producteurs se mettent aussi à expliciter que grâce aux remontées de données des consommateurs, ils deviennent plus vertueux dans leur éco-conception, et notamment en fait que la location encourage la durabilité des produits puisqu'ils doivent passer d'un consommateur à l'autre, ça crée en fait aussi la possibilité pour les consommateurs de se sentir partie prenante en fait de la production. Et on sait, il y a une très grande littérature sur la co-création, sur la co-innovation, qui est vraiment, ça fait 15 ans qu'on en parle en marketing. Ça a été démontré que c'était très rentable pour les entreprises de faire participer leurs consommateurs. Et en fait, la location, elle porte en elle cette capacité à non plus avoir le consommateur au bout de la chaîne, un peu dans cette logique de est-ce qu'il va s'approprier le business model ou pas, mais plutôt de se dire mais à quel moment en fait on va le remonter dans la chaîne de production pour qu'il ait une partie prenante et qu'il se sente en fait aussi investi dans cette logique industrielle circulaire. Et ça c'est sans doute ce pourquoi on a été, on est plutôt Isabelle et moi convaincus que c'est un modèle qui, même s'il est dans un signal faible, est plutôt vertueux à terme et porte de grands espoirs dans la production de produits plus vertueux. Alors, pour les limites, je terminerai par ce point. Bon, effectivement, on l'a longuement exposé. C'est le risque, comme on l'a vu avec la seconde main, d'hyperconsommation, de se dire bon, on utilise la location pour assouvir son besoin d'addiction. Ça, c'est très clair. Mais on a quand même des signaux qui nous prouvent aussi que on a quand même une dérive qui va être contrecarrée, parce qu'en fait, on s'aperçoit autant la seconde main et la sobriété peuvent être facilement appréhendés par les consommateurs, autant concilier consommation responsable et location, c'est un peu antinomique, parce que si on rentre dans une consommation responsable, on va être plutôt dans la sobriété, donc on n'a pas besoin d'avoir la dernière couleur qui à la mode, d'avoir le dernier élément fashion. Donc on voit que je veux dire, ces tendances de fond, on a vu beaucoup aussi de startups qui ont mis la clé sous la porte, parce que cette conciliation entre consommation responsable et location était pas très très claire pour les consommateurs. Donc effectivement, pour reprendre, il y a des limites. La limite, c'est peut-être aussi de la contrecarrer par rapport à l'hyperconsommation en bloquant les options d'achat et en faisant, je dirais, des gammes de location ad hoc. C'est-à-dire pour donner de l'appétence pour la location, de dire voilà, cette super gamme, cette super collection capsule, elle ne sera destinée qu'à la location. Il n'y a pas de possibilité de l'acheter. Donc en fait, il y a tout un travail à réaliser. Donc effectivement, il peut y avoir des dérives, des limites aussi au niveau du business model lui-même, en termes de rentabilité. C'est une question clé. La question du stock, est-ce que c'est les consommatrices qui ont le stock, est-ce que je transite par d'autres marques, etc. Mais en fait, on a des solutions, et on en est qu'au début pour voir un peu comment ça va évoluer. Nous, on est très friands Maud et moi, de voir comment ça va se passer chez Kiabi, là, de voir qu'on peut louer l'ensemble des pièces du magasin. C'est pas simplement circonscrit à des robes de grossesse, quoi. Donc le champ est immense, et puis toute cette question de recherche de style vestimentaire, ça peut être aussi un outil qui va freiner, je dirais, des consommations impulsives.
voilà les limites qu'on y voit. Ok, on sera attentif et attentive à l'évolution de ce business model du coup. Et merci beaucoup Maud et Isabelle pour toutes ces informations. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode et merci à l'ADEME et à la région Hauts-de-France pour leur soutien. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à le recommander autour de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner à la page de la chaire Tech & Care sur LinkedIn pour suivre les actualités de la mode circulaire. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode du podcast En mode circulaire.